Ok, je remercie chacun de nous d'être présent ici à cette conférence débat, parce que j'ai voulu faire présenter comme une conférence débat. Je vais introduire la thématique et puis après on discutera. Il y aura un débat qui va s'ouvrir et au cours de ce débat, j'espère que ma communication sera enrichie de vos propositions, de vos recommandations, de vos suggestions et de vos questions, et ça nous permettra ensemble de réfléchir collectivement. C'est un exercice d'intelligence collective auquel nous allons nous livrer cet après-midi. Bon, la thématique de cet après-midi, je l'ai envisagée autour de la question de la révolution et de sa conduite, de sorte à ce que l'objectif final puisse être atteint. Et resituer un peu le cadre dans lequel nous allons réfléchir. Il s'agit du cadre togolais, par extension du cadre africain. Donc par moment je parlerai de l'Afrique, par moment je parlerai du Togo, mais les deux cadres se rejoignent parce que on est dans un cadre colonial d'une manière générale sur le plan continental, et donc les différents secteurs du continent africain qui sont abusivement appelés États africains, ce qui en réalité ce ne sont pas des États. Le même problème se pose aussi bien au niveau continental qu'au niveau régional ou local, au niveau des enclos coloniaux qu'on appelle abusivement les États africains. Donc, disons que, pourquoi est-ce que je parle de la révolution au Togo? Pourquoi est-ce que nous devons finalement arriver à une révolution, et pourquoi est-ce que la révolution s'impose comme une évidence à notre peuple et à nous? La révolution s'impose tout simplement parce que nous sommes un peuple venant de l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique, qui est la civilisation, la première, l'une des plus grandes civilisations de l'humanité, une civilisation qui n'a jamais été égalée jusqu'à présent. Nous venons de cette civilisation-là. Et depuis 3000 ans maintenant, le peuple noir, et donc par extension le peuple togolais, se retrouve dans une situation où il a perdu la maîtrise des événements. Notre peuple est dissous en quelque sorte par l'histoire. Nous ne jouons plus aucun rôle en tant que tel, aussi bien dans notre contexte géographique que sur le plan international. Donc l'Afrique est devenue l'exutoire de l'étranger, et nous ne pesons plus rien du tout. Bon, donc de la civilisation égyptienne, grande réalisation des Noirs, nous sommes passés aujourd'hui à ce que nous voyons comme État en Afrique. Ce que j'ai dit en introduction n'en est rien. Et donc dans notre exode, après la chute de l'Égypte antique, notre peuple a voyagé, a essayé de reconstituer la grandeur égyptienne dans quelques empires. On a connu l'empire Songhai, l'empire Moussi, l'empire du Ghana, l'empire Manding, l'empire Monomotapa. Il y a eu des choses comme ça que les Africains ont essayé de redévelopper, mais évidemment ces empires ne nous ont pas conduits à la Renaissance. Et après ces grands empires, nous avons connu d'autres invasions, les invasions des peuples venant notamment de l'Asie et de l'Europe. D'abord au 7e siècle, par l'islamisation du continent, en tout cas une bonne partie du continent africain. Ensuite, la christianisation par le phénomène de la colonisation. Déjà ça a commencé en Égypte avec la Rome, l'Empire romain, qui a déjà
fait une première incursion sur les terres africaines. Et donc, dans notre progression, notre peuple est finalement dissous et s'est contenté plutôt. On est passé de la grande Égypte aux grands empires et après maintenant on aboutit aux États africains qui sont issus de la conférence de Berlin 1884-85, donc des enclos conçus par les puissances coloniales pour pouvoir exercer leurs influences, ainsi de suite, et développer leur économie sur le dos des Africains. Bon, donc, il y a eu toutes ces périodes, toutes ces grandes périodes historiques qui ont conduit finalement le peuple africain à devenir quelque chose de très, très petit. C'est-à-dire qu'on parle de la grandeur et on se rapetit, jusqu'à devenir aujourd'hui des Togolais, des Ghanéens, des Maliens, des Éthiopiens, des Égyptiens, ainsi de suite. Pire, on ne s'est pas arrêté là. On est devenu des gens d'une région, de Koto, de la région des savanes, de ceci, cela. Pire encore, on ne s'est pas arrêté là. On est devenu des gens d'un village ou d'une ville. Après, on est redescendu encore, on est devenu des ethnies. On est devenu des ethnies. Les gens ne jurent que par l'association des Kabyles, l'association des Moussis, les associations des ressortissants de tel, voilà, ainsi de suite. Et finalement, notre peuple est devenu quelque chose de très très petit dans l'histoire. Et évidemment, quand on devient petit comme peuple, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des gens qui sont petits d'esprit, c'est eux qui dirigent un petit peuple. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dirigé par des gens qui, en réalité, ne pouvaient même pas, en temps normal en Afrique, ne pouvaient même pas jouer le rôle de balayeur de rue. Et ces gens-là, on nous les a imposés et nous les subissons jusqu'à présent. Donc, dans nos cadres étatiques, il y a eu l'émergence de des mouvements contestataires de cet ordre établi. Donc, est né le courant des indépendances en Afrique, donc des luttes pour pouvoir aboutir à l'indépendance, pour pouvoir renaître. Parce que dans la quête, dans l'effondrement du peuple noir, il y a toujours eu des résistances, il y a toujours eu un courant patriote qui a essayé de maintenir notre peuple en vie pour éviter qu'il ne sombre totalement. Mais ce courant n'a jamais pu triompher au regard d'un certain nombre d'éléments que peut-être le débat nous permettra de toucher du doigt. Donc, dans les cadres coloniaux, les enclos coloniaux africains, ont émergé des courants patriotes qui ont essayé de porter la lutte pour les indépendants de l'Afrique. Donc, dans le cadre du Togo, nous savons ce qui s'est passé. Il y a eu des luttes qui ont été menées, lesquelles luttes sont, disons, en quelque sorte menées sous la conduite d'un leader ou quelques leaders qui ont finalement fait émerger quelqu'un. Et c'est cet homme-là, c'est Sylvanus Olympio, à qui le peuple avait donné un certain rôle, de sorte à le conduire à la renaissance de notre pays. Bon, finalement assassiné en 1963. Et depuis là, notre peuple essaye par tous les moyens de renaître. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ces périodes-là. Après 1963, il y a eu une sorte de chape de plomb qui a pesé sur le peuple jusqu'aux années 85-88, où là, quelques personnes ont commencé par réfléchir, à dire non, à se structurer, ce qui a abouti aux années 90 par l'affirmation de la contestation officielle du pouvoir, ce qui est coulé aujourd'hui dans le marbre de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'opposition institutionnelle. Donc, à partir des années 90, il y a eu une opposition institutionnelle qui est créée dans tous les pays africains quasiment,
Ce qui a abouti à ce qu'on a appelé les élections pluralistes, hein, des élections pluripartistes. Alors que bon, finalement, il n'y a qu'un parti qui dominait, qui régnait, qui gagnait toutes ces élections, parce que les éléments constitutifs d'un État réel qui soit capable d'être au service des intérêts du peuple ne sont pas encore mis en place. Donc, évidemment, quand il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'intérêt général, et donc il y a prise de pouvoir, prise en otage du peuple par un groupe d'individus. C'est pour ça que notre peuple se bat pour recouvrer son pouvoir perdu. D'où la question de la révolution. Parce que notre peuple, nous le voyons clairement, ne veut pas, même si il y a un courant, parce que l'école a produit quand même une élite africaine qui analyse la situation de l'Afrique à l'aune des démocraties occidentales, les démocraties formelles, et qui s'imagine que l'Afrique va renaître en faisant des réformes, c'est-à-dire on va réformer le cadre colonial. Alors que dans toute l'histoire de l'humanité, il suffit de parcourir, il suffit de chercher un tout petit peu pour savoir qu'aucun peuple n'a pu réformer un système dictatorial. Il n'y a jamais de réforme d'un système dictatorial. Et les pays qui nous prescrivent le dialogue et les réformes, eux-mêmes, dans leur processus historique, qui ayant conduit à la démocratie formelle, telle qu'elle s'exerce aujourd'hui dans leur cadre géographique, n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais fait ça. Je citerai l'exemple de la France. Quand la France a connu des régimes tyranniques, dictatoriaux, qu'est-ce que les Français ont fait? Ils ont tout fait des révolutions. Et ils ont capturé les tenants du pouvoir, ils les ont massacrés, et ils ont écrit des constitutions. C'est ça qu'on a vu dans toute l'histoire de l'humanité. En Suisse, où nous sommes, c'est ce qui s'est passé. Lorsque l'Empire austro-hongrois dominait ce pays, il y a eu des patriotes qui se sont levés, qui se sont organisés et qui ont mené la bataille de libération de leur pays. Les États-Unis d'Amérique, grand prescripteur, un pays prescripteur du dialogue et de la négociation avec les dictateurs en Afrique notamment, n'a pas émergé à partir d'une discussion avec l'Empire britannique. Les colonies américaines ont mené une bataille contre la Grande-Bretagne et ils se sont affranchis, d'où ils se sont réunis au congrès de Philadelphie en 1777 et ils ont écrit une constitution pour les États-Unis pour l'affranchir de la tutelle de la Grande-Bretagne, pour s'affirmer. C'est comme ça, le mouvement de renaissance d'un peuple est toujours parti de l'idée même de la révolution. Parce que il est impossible de réformer un système colonial, un système dictatorial. C'est impossible. À moins qu'on ait un dictateur, ce qu'on appelle traditionnellement une dictature éclairée, où c'est un leader qui naît, qui est patriote, qui prend les choses en main et qui tape du poing sur la table, qui remet le pays debout. On a vu ça dans deux pays notamment, en Afrique, il s'agit du Ghana et du Burkina Faso. Même si ces expériences-là n'ont pas été totalement concluantes, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a eu parfois, en tout cas dans ces deux pays-là, deux patriotes qui se sont élevés, comme John Jerry Rawlings au Ghana et Thomas Sankara au Burkina Faso, qui ont essayé de redresser leur pays. Sauf que l'expérience n'a pas été totalement concluante au bout de l'exercice. Donc, nous nous retrouvons au Togo dans une situation où le peuple, les populations qui sont brimées, opprimées, veulent s'affranchir. Et en voulant s'affranchir, notre peuple a cherché à se structurer et les instruments ou les outils qui nous ont permis d'avancer vers cette structuration, cette organisation, c'est d'abord les partis politiques. Or, le problème que nous avons, c'est que les partis politiques en Afrique sont suscités de l'extérieur. La conférence de Bola a joué un grand rôle. D'ailleurs, l'ancien président de la Centrafrique disait, comme la France nous a demandé de faire créer des partis politiques pour qu'on
continue, pour que la France continue à nous financer, eh ben, on va créer on va susciter des partis politiques. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a suscité des partis. Les gens qui n'ont aucune vision politique se sont levés, ont cru que, bon, il suffit de se regrouper, de regrouper quelques personnes et écrire des statuts pour former un parti politique et aller compétir pour le pouvoir, pour pouvoir devenir des dirigeants capables, hein, de relever notre peuple. Or, les défis qui sont les défis africains sont d'une telle ampleur, d'une telle dimension que nous ne pouvons pas confier, disons, notre destin à n'importe qui et à n'importe quel individu qui arrive, quoi, et qui se présente comme le libérateur. D'où aujourd'hui, dans le cas togolais, on voit une certaine dichotomie entre le peuple et une partie, en tout cas, significative de cette opposition institutionnelle, qui est plutôt dans la ligne de la réforme, du dialogue et de tout ça. Et notre peuple qui a été forcé pour une énième fois, hein, à subir l'épreuve du dialogue avec ce régime, hein, tout récemment, ben, on le voit clairement que après l'échec, hein, ce qui n'est pas étonnant, après l'échec de cette nouvel épisode de pourparlers, ben, notre peuple est déboussolé. Il ne sait plus dans quel sens aller, parce que ben, l'opposition institutionnelle a occupé une trop grande place sur l'échiquier politique togolais. Et pendant longtemps, beaucoup de gens ont laissé, hein, les choses se faire ainsi, si bien qu'aujourd'hui, pour sortir le peuple togolais des griffes de ces partis politiques-là, pour l'orienter véritablement vers ces attentes que sont la révolution et la renaissance du Togo, c'est un exercice compliqué. C'est un exercice extrêmement compliqué parce que les gens ont été travaillés depuis les années 90. Ils ont vu dans les leaders politiques des gourous, des envoyés de Dieu quasiment pour sauver le pays. Même si, par moment, on a appris à nos dépens, hein, ce culte de la personnalité au travers des déceptions, des trahisons, les Ikris Olympio, les Agbobo, les Demkodjo, tout ça, même si on a vécu cycliquement ces trahisons, les Togolais, d'une certaine manière, continuent de raisonner dans une logique de sauveur qui viendra de quelque part pour incarner la lutte, le leadership charismatique et conduire la lutte à son aboutissement. Ce qui est une erreur. Parce que la force révolutionnaire, elle est d'abord au sein du peuple lui-même. La force révolutionnaire, elle est d'abord au sein du peuple lui-même. Et non dans quelques individus. Oui, dans l'histoire, nous savons que les grands changements historiques sont d'abord le fait d'un noyau de personnes. Oui, il faut nécessairement qu'il y ait un noyau qui incarne la renaissance du pays. Et c'est autour de ce noyau-là que se développe le courant patriotique, le courant révolutionnaire. Et ce noyau, par la force de son caractère, par sa force de travail, sa capacité de persuader la masse, par sa capacité d'organisation de la masse, par son intelligence stratégique, sa profondeur historique et son courage, sa détermination, ben, ce groupe, il arrive à transformer le peuple qui jusque-là était amorphe et dominé en un instrument de guerre. C'est pour ça que nous autres, nous nous livrons à l'exercice, à cet exercice-là aujourd'hui, qui consiste à incarner une autre façon ou une autre manière de voir les choses, tout en prenant la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de discréditer tout ce qui a été fait jusqu'à présent, il s'agit plutôt de faire une analyse critique de tout ce qui a été fait jusqu'ici, prendre ce qui est bien, ce qui a été fait dans la logique de la renaissance de notre peuple et nous fonder là-dessus pour créer absolument ce courant révolutionnaire que notre peuple attend pour pouvoir s'exprimer de manière véritable et définitive, pour trancher le conflit qui l'oppose avec le RPT
depuis 1963. Et c'est ça, c'est là où les partis politiques institutionnels ont échoué. Les partis politiques institutionnels ont échoué pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que cette opposition, elle n'a pas les instruments idéologiques pour pouvoir cerner la situation africaine dans sa profondeur. Pourquoi? Parce que un des outils fondamentaux que la colonisation a utilisé pour pouvoir continuer son exercice en Afrique, c'est l'outil de l'école. Et les colons eux-mêmes, ils ont écrit, ils ont dit, ils ont documenté tout ça. Hein. C'est que c'est nous qui ne cherchons pas, ou bien nous ne savons pas où chercher. Mais le colon lui-même, il a dit, il a analysé la situation de l'Afrique. En partant dans les années 60, le colon a étudié l'Afrique. Et il est parti de l'ensemble de l'histoire de l'humanité depuis l'Antiquité. Ce qui a fait que les empires se sont écroulés. Et le colon est parvenu à la conclusion que pour qu'un empire s'exerce de manière durable, il ne s'agit pas simplement de conquérir le pays par la force militaire et de l'administrer de manière coloniale, mais c'est surtout que l'empire doit former l'élite, doit former, donc créer des écoles. Et les colons modernes, ceux qui ont colonisé l'Afrique au 18e, 19e siècle, sont partis de l'exemple de la colonie américaine. Et se sont dit que, comme l'Angleterre a été battue par les colonies américaines, mais en définitive, ces colonies ont continué d'avoir un lien avec la Grande-Bretagne, c'est que la Grande-Bretagne avait réussi à former une élite dans les colonies américaines, de sorte à ce que sa langue, la langue britannique, continue d'être parlée aux États-Unis, même si l'Angleterre est chassée, et que de deux, les livres anglais pénètrent toujours le sol américain. Trois, que la religion protestantiste et tout ça continue d'être mise en œuvre en Amérique, et surtout qu'il y ait une école qui crée des élites qui soient capables d'assurer la continuité de la colonisation. Donc, partant de là, les colons en Afrique ont transposé ce qui a été fait dans les colonies américaines en Afrique. Donc, en partant, ils ont formé, à partir de 1854 déjà, ils ont commencé à former une élite africaine à partir de l'école des otages qui est créée par Faidherbe à Dakar, où, dans un premier temps, Faidherbe envoyait ses soldats aller capturer les enfants des rois. Et c'était de force, on les capturait et on leur imposait l'enseignement français. De sorte à ce que ces gens, qui sont les successeurs de leur père, leurs pères qui ont résisté à la colonisation, de sorte à ce que ces gens-là, ces enfants, ne puissent pas avoir la même attitude d'hostilité à l'égard de la colonie française dans l'espace où la France se déployait en Afrique. Donc, c'est la continuité de cette élite-là qui a donné nos leaders politiques d'aujourd'hui. Donc ces gens, de manière structurelle, ils n'ont pas les armes idéologiques adaptées à l'analyse de la situation en Afrique. Oui, il y a quelques exceptions, mais la règle, c'est que l'élite africaine continue de fonctionner comme une élite telle que le colon lui-même l'a envisagé, c'est-à-dire, je cite, une élite indigène capable de continuer l'œuvre civilisatrice européenne en Afrique. Donc, nos élites, quand les gens sortent des écoles, des universités et tout ça, quand ils reviennent en Afrique, ou bien même quand ils font les études en Afrique, quand ils émergent, eh bien, ils analysent la situation de l'Afrique comme une situation classique de crise, ou bien soit on est parti même des analyses de la lutte des classes. On a connu des communistes en Afrique. Et même encore, il y a encore des partis communistes en Afrique qui analysent le problème africain comme une question de lutte de classe, etc. Ou bien c'est un problème de liberté. Donc il y a un courant libéral, un courant socialiste. Il y a des partis socialistes en Afrique, l'international socialiste a ses membres en Afrique. Donc il y a un problème à ce niveau. Faiblesse idéologique.
Deuxième problème qui est lié au problème idéologique, c'est ce que j'appelle les faiblesses intellectuelles de notre leadership, en tout cas du leadership de la contestation politique au Togo. Et ce n'est pas faire injure à ces gens que de dire que intellectuellement, à mon avis, beaucoup ne sont pas au niveau. Beaucoup ne sont pas au niveau et ils ne se cultivent pas. Ils ne cherchent même pas. C'est-à-dire qu'ils n'améliorent pas leur niveau. Ils ne cherchent même pas. Pour eux, c'est un acquis, quoi. Ils sont déjà où ils sont. Et c'est fini. Ils ne cherchent même plus à se cultiver, ni à savoir lire l'histoire du monde. On leur pose des questions très importantes sur la géopolitique. Ils ne savent même pas analyser la géopolitique. C'est pour ça que ces gens pouvaient penser que la CEDEAO était un instrument capable de solder la crise togolaise. Ça veut dire que ces gens, intellectuellement, c'est très faible. C'est très faible. Et ça, il faut le dire. Parce que celui qui a une analyse intellectuelle poussée ne peut pas penser que la CEDEAO soit un instrument au service des revendications des peuples. C'est impossible. La CEDEAO, de par son origine, son déploiement, ses pratiques au quotidien, et en ces textes, sa destination ne peut jamais être vue comme un instrument de résolution de la question togolaise. C'est impossible, quoi. C'est pour ça que quand, à la fin de l'exercice, ces gens reviennent et accusent la CEDEAO, mais normalement, si notre peuple était formé, le peuple devait lapider ces gens. Parce que c'est eux qui ont conduit le peuple, le mouvement populaire, dans les bras de la CEDEAO. Mais, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils reviennent tranquillement, ils disent, la CEDEAO n'est pas capable, la CEDEAO nous a trahis, la CEDEAO n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités, donc nous on a tout fait juste, mais c'est la CEDEAO qui n'était pas capable de résoudre le problème. Alors que c'est vous auriez dû savoir que la CEDEAO ne pouvait pas être un instrument de résolution du problème togolais. Voyez, et ça, nous l'avons dit. Je ne suis pas le seul, il y a d'autres personnes, il y a d'autres personnalités qui ont dit que la CEDEAO ne pouvait pas résoudre le problème togolais. Mais bon, voilà, ce leadership a conduit la contestation populaire dans les bras de la CEDEAO qui finalement a remis le RPT en selle via le processus électoral législatif qui est une, comment le dire, je n'ai même pas de mots pour qualifier ça. Un processus électoral qui a accouché des moutons qu'on voit aujourd'hui. Ce qui est tout à fait normal. Voilà. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Ensuite, ce leadership manque, et c'est un élément qui est lié aux deux premiers que je viens de citer, la carence idéologique et l'incapacité intellectuelle. Troisième élément, c'est l'absence de la réflexion stratégique et de la planification qui y est liée. La planification, ici, étant vue comme l'élaboration d'un outil permettant d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Et l'objectif que le peuple africain s'est fixé, ce n'est pas l'alternance. Ceux qui nous disent l'alternance, ils nous trompent. L'alternance n'est pas ce que le peuple africain veut. Le peuple africain veut sa renaissance. L'alternance veut dire simplement qu'on remplace Abdoulaye Wade par Macky Sall, qu'il y a un autre qui remplace Blaise Compaoré au Burkina Faso, et on continue dans le même cadre colonial, avec la monnaie, avec le franc CFA, la langue française, on ne réfléchit sur rien, on continue, sauf qu'on a un nouveau visage au trône. Ce n'est pas ce que les peuples africains veulent. Les peuples africains veulent un changement en profondeur de la société, un renouement avec notre culture en tant que peuple. C'est ça que les Africains veulent. Or, qu'est-ce qui se passe? L'absence de stratégie fait que nos leaders se limitent à ce qu'ils appellent l'alternance. Et donc, évidemment, la démarche qui suit, c'est qu'on veut amener les tenants du pouvoir à comprendre que le peuple est fatigué, que le peuple veut voir un autre visage, que le peuple ne veut pas en tant que tel une rupture totale avec le système, mais le peuple veut simplement un changement d'homme au trône, et que ces gens doivent être amenés à comprendre ça, de sorte à ce que le changement puisse s'opérer, et que dans ce cadre-là, étant donné que c'est un cycle, que le PT ou bien le pouvoir, les partis au pouvoir, demain, s'ils arrivent à convaincre le peuple, ils vont revenir au pouvoir.
voyez, ça dit qu'on... Enfin, je préfère m'arrêter là. Mais disons que l'absence de stratégie fait que nous imaginons de fausses solutions à un vrai problème. Et le problème qui se pose, c'est la renaissance du peuple et non l'alternance. L'alternance, c'est juste une étape pour arriver à la renaissance de notre peuple. Vous voyez? Donc, pas de planification, pas de stratégie, donc pas de planification. Ensuite, l'une des conséquences de l'absence de planification, c'est que nous subissons l'agenda et le calendrier du système. Parce que nous ne planifions rien. Quand le pouvoir décide de faire le recensement des populations pour aller aux législatives, c'est là qu'on dit, ah, on veut empêcher ça. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas l'initiative. C'est le pouvoir qui entreprend. Et nous, on est là pour combattre. Donc, on n'a jamais posé un défi à ce pouvoir-là. Et de sorte que, chaque fois, ce pouvoir nous dicte son agenda et son calendrier. Quand le RPT a fait son congrès à Thiéviers, c'était fin de l'année 2017, l'opposition n'a pas réagi. Alors que ce congrès annonçait déjà l'avènement des élections législatives. Et moi, j'ai écrit là-dessus, j'ai dit, mais quand le congrès a eu lieu à Thiéviers, j'ai écrit le même jour pour dire que ce congrès vient de prendre des décisions très importantes sur lesquelles il fallait réfléchir et construire une stratégie pour qu'au moment venu, nous ne soyons pas surpris. Mais personne ne nous écoute parce que nous ne faisons absolument rien. Donc, voilà. Et chaque fois, on est surpris par l'attitude du pouvoir. Si on savait, étant donné qu'on ne planifie rien, qu'est-ce qui se passe? On devrait savoir que le RPT, un dialogue avec le RPT ne peut aboutir qu'à un échec. C'est évident. Puisque l'histoire même nous renseigne. On a fait 27 ou je ne sais même plus, 17 ou 19 dialogues avant, on n'a rien eu. Donc, normalement, si on planifiait, on devait pouvoir anticiper sur le résultat et savoir ce qu'on fait au bout de l'exercice. Mais bon, on ne l'a pas fait. On a fait confiance au régime en disant, bon, ouais, mais attendez, le PNP qui dit oui, on a, au bout du dialogue, on a 75% de nos points sont satisfaits, je donne une note de 15 sur 20, donc c'est bon, maintenant il suffit simplement que le pouvoir mette en œuvre ce qui a été dit, comme si ce pouvoir-là, de par son acte de naissance, qui est un acte de naissance entaché de crimes, était incapable de changer son ADN. Et ça, c'est un manque de culture politique et de planification qui entraîne tout ça. Donc, on n'a pas un objectif clairement identifié, ciblé, avec des cibles et les étapes par lesquelles nous devons passer pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et l'un des éléments les plus importants de la planification, c'est l'évaluation. C'est l'évaluation. C'est-à-dire que quand vous déroulez votre plan, vous devez être capable de l'évaluer de manière périodique pour savoir est-ce que vous avez réalisé tel ou tel point. Si vous n'avez pas réalisé, qu'est-ce qui fait? Quelles sont les raisons qui ont fait que vous n'avez pas pu réaliser ce point-là? Est-ce qu'on les corrige, ces faiblesses-là? Est-ce qu'on s'améliore? Ainsi de suite. Et on évalue progressivement les pas qui sont faits jusqu'à l'atteinte de l'objectif final. Et l'objectif final, je le précise une nouvelle fois, ce n'est pas la chute du régime du RPT, mais c'est la reconstruction de notre pays sur de nouvelles bases. Et cela passe par l'étape de la déconstruction ou de la destruction du pouvoir en place. Voilà. Donc, au total, nous avons un leadership qui, à mon avis, n'est pas à la hauteur des attentes de notre peuple. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de culpabiliser ces gens. Je pense que l'histoire même s'est chargée de ce travail. Le problème que nous avons, c'est que notre peuple n'a pas une culture politique très élevée. Sinon, normalement, ces gens ne pouvaient même plus s'approcher des populations pour leur parler, à moins qu'ils aient fait leur autocritique publiquement. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui sont encore là, c'est eux qui parlent encore au peuple, c'est eux qui parlent au nom du peuple, et le peuple les subit. D'où la nécessité pour nous qui sommes loin, qui avons une analyse approfondie des problèmes, de nous constituer maintenant.
de nous constituer, parce que si nous estimons que ces gens ont échoué et qu'ils ne sont pas en mesure de conduire une révolution, parce que plusieurs occasions s'étaient présentées à eux, ils n'ont jamais pu organiser le peuple, le structurer et l'orienter de manière efficace vers ce que j'appelle l'expression de la puissance populaire, parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a une puissance populaire qu'on n'exploite pas. Hein? On galvaude cette puissance populaire en l'orientant vers des buts à court terme où on veut démontrer au pouvoir que oui, nous sommes l'opposition, nous sommes populaires, c'est nous qui sommes puissants. Si on appelle à une journée de boycott national, ou comment on appelle ça, ville morte, que vous allez voir. Si on appelle à une journée ville morte, vous allez voir, il n'y a personne qui va sortir. On va démontrer aux yeux du monde que le pouvoir n'est rien. Bien sûr, les gens restent à la maison quand on appelle à une journée ville morte. Effectivement, les Togolais suivent ça. Parce qu'on ne l'a pas proposé d'autres armes. Et évidemment, le RPT, c'est ça. Le RPT lui-même est conscient de son impopularité depuis 1963. On n'a pas besoin de démontrer au RPT qu'il est impopulaire. Le RPT le sait. C'est pour ça que son pouvoir ne se fonde pas sur la décision populaire. Vous voyez? Donc, l'analyse d'un courant qui veut conduire le peuple togolais à la puissance populaire ne doit pas se limiter à la démonstration pour la démonstration. On n'a pas besoin de démontrer l'impopularité du RPT au RPT. On n'a pas besoin de démontrer au peuple togolais qui n'est pas d'accord avec le RPT, qui n'est pas l'incarnation de ses ambitions depuis 1963. Ce régime, on le connaît déjà, c'est un facteur connu. Quand un problème se pose, quand on a un problème, on ne s'attarde pas sur le facteur connu. On cherche à résoudre le facteur inconnu. Donc, si nous voulons avancer, nous devons partir de l'idée simple qui est que ce pouvoir-là ne peut être ni un interlocuteur crédible, ni un partenaire fiable avec qui il faut discuter. Et qu'en définitive, ce pouvoir-là sera toujours basé sur l'instrument qui est l'instrument sur lequel il est fondé. C'est l'exercice de la violence. C'est l'exercice de la violence. Et le pouvoir, il maîtrise tellement cet outil qu'il attend. C'est-à-dire que quand on fait toutes les gymnastiques, on veut voir président de tel Ghana, machin, CEDEAO, on peut dire tout ce qu'on veut. Le PT dit, bon, ok. Il caresse ces gens dans le sens du poil jusqu'au jour où il dit non. Puis quand il dit non, il sait. Le PT sait que le tournant décisif, c'est la confrontation physique dans les rues. Donc, lui, il travaille sur ça. Il ne travaille que sur ça. Et il attend. Quand les gens sortent, c'est là que le PT entre, il démontre l'instrument sur lequel est fondé son pouvoir. C'est là que, normalement, un courant politique qui veut incarner la renaissance du pays doit travailler. C'est-à-dire que, comment on fait pour qu'un peuple, aux mains nues, contienne la violence étatique et milicienne. Ça, c'est la grande question. Si on arrive à résoudre cette question-là, on a résolu le problème togolais. Donc, et de cette question découlent 3 points. Premier point, donc la question de la violence, il faut l'analyser, savoir comment le pouvoir se déploie, comment est-ce qu'il organise la violence, par le biais des instruments officiels, donc l'armée, la police, la gendarmerie et des éléments légaux, que sont les milices. Il faut étudier tout ça et construire la riposte. Donc, premier élément qui découle de l'analyse de la violence, c'est comment on contient cette violence-là. Contenir cette violence. 2, gérer cette violence, c'est-à-dire lorsque cette violence se déploie, évidemment que ça va faire du carnage dans nos rangs. Il y a des gens qui vont mourir, des gens qui seront blessés, qui vont, voilà, il y a la peur. Comment est-ce qu'on prépare le terrain pour gérer ces situations-là? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des groupes thématiques qui soient organisés pour gérer les blessés, pas seulement les blessés, mais aussi leurs familles. Parce que ça crée, c'est une bataille psychologique qui se crée là. Parce que si vous prenez en charge les blessés, les morts, vous prenez leur descendance en charge, vous vous occupez d'eux, vous montez ces gens-là comme des héros, ceux qui sont emprisonnés, tout ça. On doit faire une campagne
en faveur de ces gens-là. Ceux qui sont en prison, nous devons les encourager à écrire des notes de sorte à ce que nous publions des livres sur la prison, sur ce que c'est que la prison, comment on y vit, de sorte à démystifier tout ça. Parce que le pouvoir, c'est sur d'abord ces éléments-là qui se font pour terroriser le peuple, pour éviter que ce peuple-là soit confronté à lui dans les rues. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau. Et troisième élément, au niveau de la violence, c'est comment on détruit cette violence-là. Donc, la construction du rapport de force, de sorte à équilibrer les forces avec le régime en place et définitivement à renverser ce rapport de force en faveur du peuple. Parce que nous sommes le plus grand nombre, mais nous sommes désarmés. Comment est-ce qu'on fait passer un peuple aux mains nues qui confronte une armée de professionnels et une milice préparée à l'exercice de la violence? Comment est-ce qu'on arrive à faire passer ce peuple-là des mains nues à un facteur de puissance destructeur? Et dans l'histoire, on l'a vu. Les peuples aux mains nues ont toujours vaincu les dictatures. Aux mains nues. Mais quelle est la condition pour qu'un peuple vainque un dictateur qui est armé, qui utilise tout l'appareil étatique et extra-étatique pour réprimer? C'est que derrière, il y a un travail d'organisation qui est fait. Si on se limite à lancer des appels pour manifester, et surtout lesquelles manifestations sont d'ailleurs négociées avec le pouvoir en place pour avoir l'itinéraire. Parce qu'évidemment, on n'est pas dans une dynamique révolutionnaire. Quand on n'est pas dans une dynamique révolutionnaire, on coopère avec le pouvoir. Donc, en définitive, l'opposition institutionnelle coopère avec le pouvoir. Parce que pour organiser une manifestation, elle reste dans le cadre légal. Dans le cadre légal qui est établi. Donc, elle doit aller négocier l'itinéraire. Si le pouvoir n'est pas d'accord, il interdit la manifestation. Ça veut dire que finalement, on a une opposition qui coopère avec le système. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans une logique révolutionnaire pour changer les choses. Et ça veut dire qu'on va continuer à subir la loi de ce pouvoir-là. Or, la première condition pour aller vers la révolution, c'est la désobéissance aux normes et aux prescriptions du régime en place. Donc, vous voyez comment l'opposition institutionnelle, par une alchimie et une mystification, par une absence de, disons, de critique, disons, intellectuelle qui est là, qui l'oriente aussi et tout ça, ou bien qui expose cet art, a finalement pris notre peuple en otage, avec le pouvoir en place. Et le conduit chaque fois à des échecs et à des impasses, tout en limitant, tout en verrouillant le peuple, en lui disant, nous, c'est nous qui sommes la solution. Autrement, il n'y a personne de plus crédible que nous. Il n'y a pas plus crédible que nous. Si vous allez vous confier, oui, mais qu'est-ce que vous voulez encore? Un autre parti? Ou bien, non, c'est nous qui sommes l'opposition. Nous sommes bien reconnus. Donc, voilà, vous devez nous faire confiance et nous suivre. Même si on vous amène chaque fois dans des impasses. Donc aujourd'hui, notre responsabilité est questionnée. Et dans la réflexion que nous avons eue au Mortra, c'est que nous voulons passer du stade d'une organisation qui réfléchit, qui parle, qui écrit, qui documente, qui fait des conférences et tout ça, à un stade de l'engagement militant, de l'engagement politique clairement révolutionnaire. C'est-à-dire que nous voulons conduire notre peuple à une insurrection populaire qui réussit. Et pour cela, nous sommes obligés de passer des gens qui conseillent, qui veulent aiguillonner les leaders, enfin les partis politiques qui finalement sont ceux qui sont, au stade d'acteurs qui seront jugés par le public. Parce que c'est très bien quand on est derrière, du côté de la barrière, de dire oui, ils ne font pas bien, mais à un moment donné, s'ils ne font pas bien, eh bien, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on prenne leur place. Il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Peut-être pas prendre leur place en les balayant, mais peut-être construire quelque chose de parallèle à ce qu'ils font.
et qu'au bout du compte, qu'on mesure quels sont les résultats de chacun des acteurs. Et c'est dans cette logique-là que nous sommes aujourd'hui. Et donc, la question que nous nous posons, qui se pose à nous, c'est comment réaliser ça pour arriver à nos fins. Depuis un moment déjà, il y a le MOTRA qui commence à structurer les gens sur le terrain. Il y a un travail qui est commencé. Même aujourd'hui, il y a encore une réunion. Des gens sont venus d'un peu partout du pays. Et il y a un premier pas qui est posé où nous avons un noyau qui commence à structurer les choses localement. Il y a un travail structuré qui est fait. Et notre logique, c'est de faire un travail méthodique d'organisation, tout d'abord d'identification des compétences des gens, de leur réunion de ces compétences-là, ensuite leur organisation, leur structuration, de sorte à constituer une sorte de chaîne de commandement. Quand on lance un mouvement de sortie populaire, ce sera le dernier stade de tout ce qui a été préparé en amont déjà. C'est-à-dire que ce n'est pas une manifestation populaire qui va déclencher le phénomène, mais une manifestation populaire sera le couronnement, l'aboutissement de tout ce qui a été fait en coulisses. Voilà, donc il s'agit de renverser le système. En tout cas, tout ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est-à-dire partir de la manifestation ou bien des manifestations qui sont l'élément déclencheur du processus comme un phénomène ou bien un élément plutôt d'aboutissement. Et c'est ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte, où les forces révolutionnaires ont d'abord travaillé 2 ans durant en interne pour structurer le mouvement un peu partout, former les gens à l'action révolutionnaire, leur donner les moyens, les instruments capables de pouvoir, le moment venu, implémenter l'action sur le terrain. Et lorsqu'on a lancé les manifestations populaires, ça a pris. De sorte que ces pouvoirs sont tombés. Même si, bon, on sait qu'il y a des mains étrangères qui ont agi derrière, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a eu un travail interne qui a été fait par les forces contestataires du système. Donc, c'est une méthodologie de travail qui va axer sa force sur l'évaluation. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on doit être capable d'évaluer ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a réussi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi? Si on a réussi, quels sont les facteurs qui nous ont aidés à réussir? Comment est-ce qu'on peut perfectionner ces instruments pour arriver au résultat final? Donc, c'est cet ensemble d'outils que nous essayons de mettre en œuvre aujourd'hui. Et nous partons aussi de la base voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de balayer tout ce qui a été fait avant, mais de prendre ce qu'il y a comme positif et de fonder quelque chose de nouveau là-dessus. Mais maintenant, la question qui se pose à nous, ici, dans la diaspora, c'est quelle peut être notre contribution? Et je pense, et je l'ai tout dit, je pense que la force décisive qui manque au peuple togolais ne se trouve pas à la CEDEAO. La force décisive qui manque au peuple togolais ne se trouve pas en France. Elle ne se trouve pas à l'ONU. Elle ne se trouve pas chez Buhari. Elle ne se trouve pas chez Nana Akufo-Addo, ni au Parlement de l'Union européenne. Donc on peut toujours, si ça nous amuse, on peut toujours continuer comme ça pour dire qu'on fait du lobbying. Tu as des Togolais qui disent qu'ils vont voir le secrétaire général de l'ONU, tout ça pour exposer le problème togolais, comme si ces gens-là ne sont pas informés de ceux qui dirigent le monde, ceux qui font le monde. Voilà que les dominés ont la prétention d'aller leur expliquer le monde qu'eux-mêmes ils ont construit. C'est ça que nous faisons. Et on ne fait que ça. Donc, à un moment donné, la force qui manque au peuple togolais, la force qui manque au peuple face au RPT, c'est l'activité de la diaspora. C'est nous, c'est là que notre responsabilité est engagée. La force qui manque au peuple togolais pour faire la décision devant le RPT, c'est l'activité de la diaspora. C'est pour ça que moi, je suis dans une logique où aujourd'hui, je veux m'engager et je vais m'approcher de bon nombre d'organisations qui existent dans la diaspora pour souligner la gravité de la situation et montrer que nous n'avons plus le droit de faire tout ce que nous avons fait jusqu'ici. C'est-à-dire l'amusement, les petits conflits,
hein, un groupe se crée, on ne sait même pas sur quelle base, les gens se... Et puis on émiette les forces comme ça, et on sait, et au bout du compte, le PT est toujours là, et nous sommes là comme des cons. On est là comme des cons, et on regarde, le PT est toujours là. Tout le monde, chacun se prétend être le plus intelligent, et pourtant le PT est toujours là au pouvoir. Et on est là. Et les gens n'ont pas mal. Moi, j'ai mal. J'ai mal de vivre dans un pays où je vois que je n'ai pas normalement ma place. Et on a des gens qui nous ont pris en otage. Et on est là. Donc, à un moment donné, il faut passer. Il faut transformer cette colère-là en une arme. En nous structurant. C'est pour ça que nous remettons sur pied l'idée de la caravane. C'est-à-dire passer. Et ça, je l'ai dit depuis octobre 2017. Quand on était à Paris, lors de la manifestation, la grande manifestation, j'ai appelé les organisateurs, j'ai dit, mes gars, c'est très bien, on a fait une démonstration de force, on a mobilisé 10 000 Togolais, c'est bien. Sauf que si on s'arrête à ça, on est mort. Il faut qu'on structure le mouvement. C'est-à-dire qu'on identifie dans chaque pays des gens autour desquels on fidélise des Togolais qui se retrouvent de manière régulière et qui cotisent. Aujourd'hui, la diaspora doit être en mesure de faire ce travail de structuration et de rassemblement des moyens. Pourquoi je dis ça? Je parle encore une fois de l'histoire. La solution se trouve dans l'histoire. Lorsque la France était prise en étau ou en otage par le nazisme et l'hitlérisme et tout ce que vous voulez, De Gaulle a libéré la France à partir de l'étranger. De l'Afrique et de Londres. Les Chinois, lorsque la Chine s'est retrouvée dans la situation de l'Afrique, morcelée, parce qu'il ne faut pas croire que la Chine aujourd'hui, elle a émergé comme ça. La Chine a beaucoup souffert. Les pays étrangers ont dominé la Chine, l'ont morcelé comme ils ont morcelé l'Afrique. Et ont installé des chefs de guerre un peu partout. C'est Sun Yat-sen qui a commencé. Quand Sun Yat-sen a commencé, il s'est promené en Europe pour aller voir les Chinois qui sont installés à l'extérieur et leur a demandé de se constituer pour venir en aide au peuple. C'est ainsi que la révolution chinoise a abouti par l'intermédiaire de Mao et de ses camarades. Les Juifs, Israël s'est constitué à partir de la diaspora. Donc, notre rôle aujourd'hui, c'est de prendre la mesure de la gravité de la situation. C'est d'abord ça, c'est-à-dire que c'est ce que vous appelez la prise de conscience. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que nous sommes dans une merde pas possible. C'est d'abord, il faut admettre ça d'abord. Si on admet ça, on transforme ce que j'appelle la douleur en une arme. Donc ça veut dire que cette douleur doit susciter en nous le devoir patriotique de nous rassembler autour des idées forces et nous structurer, rassembler les moyens et orienter nos actions en direction du pays. Cela veut dire, entre autres, que nous devons confier les responsabilités dans la diaspora aux gens qui ont véritablement les compétences. Ce n'est pas simplement parce que j'ai un diplôme d'universitaire ou bien je suis économie, je suis docteur en philosophie, donc je peux prendre la direction d'une organisation. Non, on est en train de parler de la libération d'un pays. Ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de position dans la société. Il s'agit de réflexion, de patriotisme, de courage et de profondeur historique. La plupart de ceux qui dirigent les organisations de la société civile et en tout cas au niveau de la diaspora, quand tu écoutes leur discours, notamment chez Sylvain, franchement, je sais pas, je veux pas dire que, mais on n'apprend rien. On n'apprend rien sur le plan stratégique, de l'analyse de fond. Enfin, j'ai écouté la dernière fois, je ne veux pas cibler quelqu'un en particulier, mais j'ai écouté les gars de, comment il s'appelle, l'Awesome Body, comment s'appelle l'association? Du Togo. Je sais même non, c'est Sursaut ou quelque chose. Ouais, Sursaut.
synergie. Et ce sont ces gens-là qui sont alliés avec, ce sont ces gens-là qui ont de bonnes relations avec la C14, pas nous. Parce que, bon, c'est l'opposition tiède qui parle de réforme, qui dit la CEDEAO. Leur stratégie. Oui, voilà. Ça, c'est la mystification suprême. Hein, la suprême de l'opposition togolaise, c'est que notre stratégie, on ne peut pas la dévoiler en public. Il n'y a rien dedans. Alors qu'il n'y a rien. Voyez? Donc, je pense que aujourd'hui, c'est à ce travail-là que nous devons nous atteler, sans animosité. Moi, je critique ces gens-là, pas pour moi m'élever, non. Parce que c'est notre pays qui est en danger, c'est notre pays qui souffre aujourd'hui. Et nous devons faire preuve d'honnêteté, d'intégrité intellectuelle et de vérité, quoi, tout simplement. Sans que cela entraîne de la guerre entre nous. Parce que notre pays souffre. Notre pays souffre énormément. Et si nous ne prenons pas nos responsabilités, en nous disant les choses franchement, quitte à créer un débat public, parce que la vérité naît à partir de la confrontation des idées, bah, il faut le faire, quoi. Il faut y aller. Et essayer de dégager quelque chose de positif pour notre pays. Parce que je pense que, vu l'allure des choses, si on laisse faire, si la diaspora n'assume pas ses responsabilités, ne se structure pas maintenant, ne s'organise pas dans la durée pour apporter avec un chronogramme bien établi, hein, avec des outils d'évaluation de chaque pas qui est posé, je pense que nous aurons de très très gros problèmes demain. Et Faure Gnassingbé, qui a très bien compris la psychologie qui est la nôtre, a lancé ses frères dans la bataille des législatives. Qui sait si demain, Gnassingbé sera président de l'Assemblée et puis que, bon, si les choses tournent peut-être mal pour le PT, bah, lui prend le pouvoir, on ne sait pas. Ou bien son demi-frère, Bolouvi, hein, qui est élu, on ne sait pas. Donc il y a tout ça qui nous attend. Donc à un moment donné, moi je pense qu'il faut être dans la gravité, être dans le sérieux, ressentir la peine. Moi je suis très, je vous le dis, je ne vous le cache pas. C'est humain. Je ne veux pas apparaître en public comme quelqu'un de solide qui ne sent. J'ai mal. Je vous le dis. J'ai mal. Et je pense que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Parce que notre pays, notre société, la société africaine doit renaître. Pour qu'elle renaisse, on a besoin vraiment que ceux qui sont conscients dans la diaspora, hein, se regroupent et essaient de mutualiser leurs moyens. En toute honnêteté et en toute sincérité. Sinon, je pense que ça ne va pas aller. C'est pour ça que on a remis en place l'idée de la caravane et nous nous donnons jusqu'à fin mars pour évaluer les premiers pas et fin juin pour tirer un bilan définitif. Et puis, ben, si on échoue, je l'ai dit tout à l'heure, moi je le dis, si en juin, je n'ai pas les adhésions attendues, je laisse le reste. Voilà, tout simplement. Parce que je ne me vois pas comme le sauveur envoyé pour sauver le Togo. Je ne me donne pas la mission du sauveur. Je ne me donne pas la mission du Christ. Voilà, ça ne m'intéresse même pas. Et je ne pense pas qu'on doit raisonner comme ça. On ne doit pas raisonner comme celui qui est mandaté par les dieux pour aller sauver le pays. Mais conjuguer ensemble nos intelligences pour dégager quelque chose de plus fort, de plus puissant, pour que le peuple se constitue en ce que nous appelons le tsunami populaire pour pouvoir renverser le régime. Il s'agit de faire passer le peuple du stade où il est aujourd'hui à un niveau que j'appelle un tsunami populaire. Et ça, on peut le faire. Le peuple togolais, comme n'importe quel peuple, a cette capacité de pouvoir passer du stade de mouton, de peuple apeuré, de peuple diminué, humilié, désorganisé, à un niveau de puissance que nous n'imaginons même pas. Mais ça dépendra d'un petit noyau d'hommes qui serait en mesure de mettre ensemble les énergies, les intelligences et les moyens pour pouvoir conduire le peuple à ce stade-là. Et partout, les peuples ont coupé la tête aux plus grands tyrans. Les plus grandes armées répressives ont été toujours détruites par le peuple. Voilà. Et ça, nous savons quelles sont les lois
qui permettent à un peuple de passer du stade de la désorganisation, de la faiblesse, au stade de la puissance. C'est ça que nous devons actionner maintenant. Voilà ce que je voudrais vous proposer et espérer que ce travail-là sera enrichi par vos contributions et qu'on soit dans une démarche de sincérité patriote pour essayer d'aider notre peuple. Parce que moi, je ne conçois pas que nous appartenions à un peuple défait et que cette défaite-là ne nous dise rien. Moi, je n'arrive pas à supporter ça. Je n'arrive pas à supporter le fait d'appartenir à un peuple défait et qui célèbre sa propre défaite par l'inaction. Ça ne me plaît pas. Voilà.